Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Interséance, une émission où on débat, réfléchit et partage sur des films qui nous ont marqués en salle. Et cette émission est l'émission de tous les dangers car nous sommes à 5 autour de la table pour parler de non pas 1 ni 2 mais 3 films, tout ça dans un objectif de moins d'1h30, autant dire que ça ne marchera pas. Tout ça n'est-il pas incroyable? Comment ça va Axel? Ça va et toi? Oui, comment ça va Olivier? Pas bien du tout. Exceptionnel. Léa? Ça va et toi? Ah bah, Tanguy? C'est pas un monster encore. Je suis très fatigué. Non, c'est bon, ça va. Ah, exceptionnel en ce jour. Et bah tiens, pendant qu'on y est, là, on fait un petit hommage à Val Kilmer, qu'on en a appris la nouvelle ce matin du décès. Voilà, je sais pas, c'était... on a appris ça, ça nous a un petit peu rendu triste. Vous l'avez découvert dans quel film, vous? Bah moi dans Hit. Ouais, donc, comme tout le monde. Moi, Ouais, c'était... en fait, non, oui, non, tout moi, le monde. non, moi, c'était Top Secret. Moi, c'est Top Ah, Gun. J'adore Michael Mann, c'était Top Secret. Non, j'ai des bêtises, c'est dans Batman. C'était dans Oui, c'est vrai Batman. qu'il y avait... C'est pas Top Gun. Non. Ah non, c'est Top C'est- Gun. Attends, c'était Top Gun. Ouais. Ouais, non, c'était Ouais, Top Gun. Top Gun, Top Secret, c'est J'ai pareil. dit Hit, mais non, en fait, Bah, c'est Top Gun. Quitte à faire une évidemment. recommandation, je sais qu'il y a eu un documentaire sur lui sorti il y a 1 ou 2 ans qui Oui. apparemment est incroyable. Ouais, il je était le super bien. Je le C'était recommande très alors bien. que je l'ai pas vu. Du coup, Tanguy. Val, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Mais Et c'est un autoportrait, non? Oui, je ne l'ai pas crois que vu. c'était ça, oui. Je le recommande mais je ne l'ai Encore pas une fois, vu. c'était il y a... Exceptionnel. Tu l'as découvert chez qui, toi, Olivier Val Kilmer? Hit. 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 Eh ben, merci à Val Kilmer pour sa carrière et ses films. Une pensée pour lui et sa famille. Pensez pour tout le monde. 3 films que nous avons vus récemment à commencer. 3 films que nous avons vus récemment, à commencer par Lire Lolita à Téhéran par le réalisateur israélien Eran Riklis, suivi de The Last Showgirl réalisé par la cadette de la dynastie Coppola, Giancarla Coppola, qu'on appellera Gia. Et pour terminer, le film français Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan réalisé par Ken Scott. Évidemment, Interséance est un podcast qui spoil les films, donc réservé à une élite cinéphile préparée, qu'on appelle régulièrement aussi les chômeurs. On arrête de tergiversationner et on commence maintenant Lire Lolita à Téhéran de Eran Riklis avec, je vais essayer d'écorcher aucun nom, c'est perdu d'avance, Golshift Farah Envoie la bonne annonce. et Zahar Amir Je- Ebrahimi. Je vais couper. Bande annonce. Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back. Azar Nafizi, professeur à l'université de Téhéran, réunit secrètement 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elles, lire Lolita à Téhéran, c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. Eh bien très bien, bah justement Léa, comme c'est toi qui nous a conseillé d'aller voir le film, je te laisse ouvrir le bal. Léa, donne-nous tes ressentis par rapport au film. Bah alors déjà, moi j'étais beaucoup intriguée par le titre et je précise que je ne savais pas que c'était l'adaptation d'un roman, d'une autobiographie. Lire Lolita à Téhéran, le titre en lui-même est un pur paradoxe et j'étais vraiment intéressée par ce paradoxe-là et je voulais découvrir ce qu'il en était à l'écran. J'ai été un peu déçue, on va commencer par ça, parce qu'il y a trop de choses qui sont abordées dans le film et finalement la question même de qu'est-ce que c'est que de lire des livres censurés en Iran, c'est abordé mais il y a trop d'éléments autour qui viennent un peu parasiter ça et je pense que ça aurait pu être plus un huis clos. Mais en dehors de ça, franchement, c'est un sujet qui me passionne, qui me fascine même. Et je dois dire que le casting était lui aussi assez bien. Il y a Et quand même j'étais quelques heureuse stars, aussi ouais. de retrouver Zahar Amir Ebrahimi. On peut dire Zahar Amir. On dit quoi? C'est toi qui décides Voilà. du coup. Ouais, Zahar Amir qui est une actrice du coup iranienne qui a tourné dans plusieurs très grands films comme Les Nuits de Mashhad ou Tatami. Voilà. Donc moi, je mets 3,5 sur 5. Validé, très bien. Mais On pas donne gros. des notes maintenant. Et ben, maintenant, Interséance de des notes depuis 3 On secondes. se redonne les notes même depuis la dernière fois. Non, mais ça Donc donne... c'est pas grave, on je sais peut pas. faire ça. C'est- J'ai voulu être un peu original. Eh bah oui, c'est ça qui est bon. Faut évoluer un Bah, peu. tu sais ce qui est bon, Tanguy? Quand Ouais. tu donnes ton avis. Donne ton avis. Alors vous allez rire. Alors, c'est un peu gênant. Ça va être Axel. compliqué. Voilà. Non, alors, non, pour être parfaitement sérieux, je sais que je me suis endormi pendant la séance et que j'ai vu le film un peu tard. Néanmoins,
j'étais très chaud pour qu'on fasse ce film en podcast parce que Tu t'es endormi La parce que t'es fatigué, non j'étais- pas à oui, non, cause bien du sûr, film. ça n'a rien à Voilà. voir avec le film et j'ai quand même pu voir Bah, tout le début. J'ai juste pas le milieu, mais j'ai la fin. Donc du coup, non, le sujet m'intéressait beaucoup. Tu sais qu'une Et salle de tu cinéma peux- n'est pas une salle de repos. Hein. Je sais, non mais ça n'arrive Même jamais. s'il y a Vous pouvez beaucoup de demander, personnes ça âgées, n'arrive mais- jamais. Ouais. On s'est tous endormis, surtout toi. Mais mais bon, tu sais quoi, Axel. Désolé, je Bon, allez. m'excuse, je rebondirai sur mes avis plus tard. Ça D'accord, marche. d'accord. Vas-y. Ouais, fait, visiblement, on me balance la patate chaude dans les mains. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de Lolita à Téhéran tous ici? Je pense qu'on a un peu. Léa l'a dit un peu plus gentiment quand elle a fait sa présentation du film, et je pense qu'on a tous au moins un peu pensé la même chose, c'est-à-dire que le film n'aborde pas ce qu'il est censé ce dont il est censé me parler en fait. C'est la sensation globale que j'ai autour du film. Je passe pas forcément un très bon moment. J'ai l'impression d'une succession de scènes. Pour être très rapide, on rebondira dessus après, mais je passe pas un bon moment. J'ai quelques petites scènes chocs qui essayent de maintenir mon intérêt dans le film. Le rythme est mauvais. Je rentre jamais dedans. Le son Paris n'est pas tenu. Voilà, globalement, je suis vraiment pas happé par le film. Je trouve que ça fonctionne pas. Je reviendrai dessus après. Olivier, t'as pas vu le film. C'est vrai, je viens de me rappeler en le disant à voix haute. Mais même en Pardon. n'ayant pas vu le film, il pourrait dire exactement ce que Mais je pense que oui, je me suis dit, regarde, merde, je regarde, ça je fait J'ai vu, je répétition. suis d'accord avec toi. Si je devais comparer, bon, je pense que vous en parlerez plus tard, mais pareil, je préfère beaucoup mieux Tatami dans à peu près les mêmes thématiques. Bah ouais, hein. Vu qu'en plus c'est la même actrice, mais Bah je ouais. pense qu'on dirait les mêmes trucs plus tard. Bah ouais. Mais je pense que déjà la difficulté c'était d'adapter une autobiographie qui à mon avis était très dense. Je sais pas combien de pages fait l'autobiographie, mais je crois que c'est quelque chose Mais d'assez... tu soulèves tous les sujets qu'on va aborder Eh ben, aujourd'hui, Léa. Exactement. d'assez gros et oui, comment adapter quelque chose d'aussi immense sans... C'est pas la première fois pourtant qu'on a des adaptations Oui. de livres immenses et tout. Mais l'adaptation, c'est un exercice qui est extrêmement complexe. Pour autant, il a beaucoup été pratiqué. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être cités. Mais là, c'est ça le principal problème du film. Et là-dessus, moi, je reprends tout à fait vos points de vue. C'est que j'ai pas aimé ma séance. J'ai beaucoup pourtant de sympathie pour le sujet. Enfin, de sympathie, c'est peut-être pas le terme. Disons que le sujet, je le trouve même passionnant et qu'on a eu des films géniaux, donc, que j'ai déjà cités, comme Tatami l'année dernière, qui est monstrueux de mise en scène et qui aborde à peu près les mêmes sujets. Et j'ai rattrapé Les Lunes Machat de Ali Abazi il y a quelques temps, que je vous avais conseillé hors micro, que pareil, j'ai trouvé phénoménal. Et pourtant, ce sont des films qui, pareil, adoptent le même sujet, c'est-à-dire la politique oppressive en Iran, oppressive religieuse, et du point de vue souvent de personnages féminins, et de comment est-ce que cette politique oppressive va les toucher dans leur liberté, dans leur vie au quotidien, et du coup le point de vue un peu plus un peu plus progressiste, disons, ou révolutionnaire, envie révolutionnaire qu'il y a dans ce pays de par une partie de la population, et qui fait énormément écho à beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça une petite réflexion qu'on se faisait, il y a beaucoup de collaborations franco-algériennes, Iranienne. franco-iraniennes aussi, c'est vrai, aussi. non, collaboration franco-iranienne ces derniers temps par rapport au cinéma. Franco-israélienne plutôt. Non, franco-iranienne aussi. Franco-iranienne. Franco-iranienne. Par rapport à enfin oui. Il y a beaucoup réalisateur- de production franco-iranienne. Là, actuellement, c'est vrai que le réalisateur est israélien. Mais je veux dire que Israélienne et Israël- iranien. le Putain, on réalis- se perd. le réalisateur est israélien. Ouais. Mais là, actuellement, je prends des exemples de films qui se passent en Iran et qui a beaucoup, c'est un grand mot, on a eu plusieurs grosses sorties de films iraniens, ces 10 dernières années à peu près, qui ont vraiment à chaque fois marqué les festivals, et en particulier en France. Je pense aux Graines du figuier sauvage, je pense à Leila et ses frères, je pense l'un des films des premiers qu'on a vu quand on était plus jeune, c'est Persepolis, Taxi Téhéran, d'autres que je trouverai peut-être quand on apprendra à en parler, mais on a quand même une vague de films en Iran, et souvent des films très qualitatifs qui nous sont arrivés. Et bref, pour terminer, Les Lolita à Téhéran, pour moi, est très 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 en dessous de tout ce que j'ai pu voir. Mais déjà, il faut souligner que, juste pour la petite info, l'immigration iranienne, elle est surtout présente en France, à travers le monde. Je crois qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui ont immigré aux États-Unis, en France, et après les autres pays, je sais pas. Mais donc ça s'explique un peu. Il y a beaucoup de... Putain, merde, j'ai oublié les exemples de films en question, mais le nombre de coproductions franco-iraniennes sur des films iraniens On a vu Rabia, c'est pas iranien, pardon. C'est pas iranien. Rabia, non. Rabia, c'est full français. C'est un film français réalisé par une Allemande.
Mais ça. le film se passe. Le film se passe en Syrie. En Syrie. C'est vrai, pardon. Pour revenir sur le film, je pense que je pense que c'est important quand même de détailler, de pas rester que dans le ressenti, mais de rentrer un peu plus dans les éléments qu'on cite qui sont selon nous mauvais, qui ne servent pas le film. Personnellement, moi, je vais beaucoup parler du rythme et de la tension sous-jacente que je trouve jamais vraiment présente dans ce film-là. Là où on ne présente jamais leurs actions comme vraiment subversives, je trouve. Jamais je ressens à ce moment-là que lire ce genre de livres, donc des livres occidentaux, à cette époque, à Téhéran, je ressens jamais à quel moment c'est grave et à quel moment c'est hyper dangereux ce qu'ils font. Surtout que ça prend quoi ? Ça prend peut-être 1/6 du film, les voir se réunir, parler de ces livres-là. Et on les voit un peu en cours au début du film, et je trouve un début du film d'ailleurs assez à la truelle, très, très illustratif. Mais voilà, je trouve que le pari est jamais vraiment tenu dans un premier temps. Des gros problèmes de rythme, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a posé ça et là dans le récit plusieurs scènes choc. Je pense forcément la scène L'immolation, par exemple, La scène du suicide. cette scène du suicide, cette scène où on piège le personnage dont j'ai oublié le nom, mais qu'on viole et qu'ensuite on punit parce qu'elle n'est plus vierge. C'est des scènes chocs qui sont interposées ça et là pour, j'ai l'impression, de nous maintenir en haleine, mais je trouve que vraiment tout ce qu'il y a entre est assez artificiel, n'est pas vraiment incarné, et personnellement moi ça fait que je ne rentre jamais dans le film. J'ai un visionnage en dents de scie qui est assez dommage, à mon humble avis. Très vrai. Léa, je crois que tu avais envie de développer, je reviendrai un peu là-dessus après, mais sur le compte de l'adaptation, mais là je crois que tu avais un peu envie de développer autour de plus en profondeur le lien de censure littéraire et la liberté des femmes, le lien qu'il y avait entre censure... Pardon, tu voulais revenir sur le lien qu'il y avait entre censure littéraire et la liberté des femmes en Iran, c'est ça ? Oui, et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Axel sur le point qu'il a soulevé, à savoir que le film ne montre pas assez en quoi c'est dangereux de lire des films interdits en Iran. Lire des livres. Parce que, lire des livres en Iran, qu'est-ce que j'ai dit ? Lire des films. Lire des livres en Iran, parce que déjà, il y a quand même une scène à l'aéroport au tout début du film où on voit que ça risque d'être un peu chaud. Après, il y a les événements qui se déroulent à l'université. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est l'analogie qu'il fait entre les films et les livres. Ouh là là, je vais y arriver. Les livres et les femmes. C'est-à-dire que les livres sont autant à censurer que les femmes, ou plutôt les femmes sont autant à censurer, à cacher que les livres. Et donc ce parallèle, il est hyper intéressant en fait. On voit bien que la censure... Mais est-il traité ? Oui, pour moi, oui. En fait, t'as pas besoin d'en faire une argumentation. Enfin, tu vois, c'est des choses que t'as pas besoin de souligner, en fait, puisque c'est présent et par toi-même. Enfin, le spectateur, s'il est suffisamment intelligent, quand même, tu fais le lien entre ces deux éléments. Et je pense que c'est... Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est quand même assez évident, tu vois, Oui, mais dans ce cas, pour moi, on peut s'arrêter au titre, peut-être. Alors. C'est montré, mais pas incarné, selon moi. Si ce n'est peut-être dans la première partie du film, comme tu le disais, Léa, où moi, je trouve que justement, on est à un point très, ultra souligné. Où le début du film, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est vraiment l'histoire de poser le contexte. Et je trouve que c'est pas fait de la manière la plus fine qui soit, où il y a un énorme débat dans la salle de cours où tu as vraiment une rangée d'étudiants hommes, une rangée d'étudiants femmes qui sont vraiment l'un contre l'autre sans vraiment nuance dans le débat. Je trouve, je le ressens jamais. Et effectivement, il y a peut-être la première scène dans l'aéroport que j'avais peut-être un petit peu... je ressens jamais ensuite en quoi ça nourrit le récit tout au long du film. Tu vois, j'ai jamais ce truc où ah putain oui, c'est vraiment dangereux. J'ai pas ce truc où c'est véritablement traité. J'ai plus l'impression de femmes qui discutent autour, et c'est très pertinent et c'est très important d'en parler, mais de femmes qui discutent autour de on est oppressé, c'est difficile, et j'ai pas ce truc, comment c'est mis en scène à travers la lecture de ces livres-là. Tu vois, je trouve que ce pari que prend le film ne le remplit pas. Léa ? Je sais pas si ça va résoudre, enfin si ça va apporter un peu une réponse. Après, c'est vraiment du ressenti. En tout cas, je pense que le film essaye quand même de montrer en quoi c'est dangereux déjà, en soulevant des questions littéraires peut-être plutôt, notamment avec
les titres des livres. Déjà, Lolita, c'est pas un choix pris au hasard, parce que Lolita de Vladimir Nabokov, c'est un livre qui a été un peu dévoyé de son sens, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un pédophile qui nous raconte ses fantasmes, etc., sur une jeune fille, Lolita. Mais en fait, le romancier voulait montrer justement l'esprit pervers des pédophiles. Bon, bref. Et donc, les femmes qui participent à ce club de lecture interdit vont justement se demander si elles sont pas des Lolitas et les hommes dans la société iranienne, un peu tous des pédophiles et des pervers, parce que qu'est-ce qui se passe pour une femme là-bas, et on a des scènes, notamment une qui le montre avec Zahra Mir, je sais plus quel est le nom de son personnage, mais elle interprète une femme qui à un moment donné est dans une cellule et elle va être violée, c'est ça Parce que justement elle se fait contrôler pour savoir si elle est encore vierge. On constate qu'elle ne l'est plus, mais parce que justement elle s'est fait... je ne sais pas si on a l'information si pourquoi elle est plus vierge, mais parce que du coup elle n'est plus vierge, et ben elle se fait punir et prendre des coups de fouet. Elle se fait complètement avoir puisqu'elle se fait violer pour C'était ensuite se ça. faire punir. C'était ça, voilà. Voilà, et donc en fait ça montre un peu toute cette perversion de la société iranienne, enfin en tout cas des personnes qui sont au pouvoir, qui pervertissent les gens et les accusent ensuite de l'inverse. Et c'est le cas dans... Il y a d'autres films aussi qui le montrent très très bien, ça, sur le même sujet. Le documentaire notamment 7 hivers à Téhéran, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui... Enfin adolescente, oui, elle était plutôt une jeune adulte, on va dire, qui en 2017 a poignardé un homme parce qu'elle se défendait car elle allait être violée. Et les choses se sont complètement retournées contre elle. Et enfin, il y a toujours une inversion des accusations, etc. Par rapport à ça, Olivier, tu voulais intervenir sur... Il y avait un scandale comme ça aussi par un gars qui torturait une fille, le mettait sur Pornhub. Je ne sais pas si c'est la même histoire, mais elle a réussi à le tuer et maintenant elle va en prison pour toute sa vie. Il y a plein de gens qui essayent de lui libérer, on va voir comment ça se passe. Mais souligner cette hypocrisie, c'est-à-dire les gens qui censurent, en fait c'est eux les vrais pervers, Ouais. c'est très intéressant parce que ça crée un sous-texte qui parle de quelque chose de assez profond dans la société, qui est peut-être une des raisons pour laquelle les gens censurent le contenu. Ça peut être la littérature, le cinéma, les idées. C'est souvent parce que ces histoires ou ces idées reflètent leur propre vice. Mm. Et en fait, ce n'est absolument pas un acte d'altruisme. On va dire, on va censurer quelque chose, mais c'est pour votre bien. D'altruisme, tu veux dire. D'altruisme, merci. Mais c'est principalement parce que ça met la lumière sur leur propre faute. Lolita, ça montre un prédateur et la vulnérabilité d'une jeune fille. L'ayatollah à l'Iran ne veut probablement pas une littérature qui mette en avance et qui cristallise ce problème, c'est-à-dire l'abus des femmes, l'abus des enfants, parce qu'eux-mêmes sont en train de le faire. Donc c'est très intéressant et ça fait beaucoup réfléchir sur l'état de la censure. Je trouve qu'Olivier, tu viens de décrire parfait le problème du film, c'est que t'as pas eu besoin de le voir pour avoir toute la réflexion par rapport à ça, t'as juste besoin de lire le titre et de nous écouter parler 2 minutes. Parce qu'en réalité, je trouve là-dessus que le film, ce que j'essaie de développer un peu, je pense comme Axel, c'est qu'il ne développe pas plus cette idée que ça. C'est-à-dire que dès qu'on a élaboré l'idée sur la classe en cours, on voit qu'il y a des élèves qui n'ont pas envie de lire The Great Gatsby, c'est-à-dire que le film est divisé en plusieurs chapitres qui portent chacun le nom d'un grand livre célèbre occidental. Et du coup, on commence avec Gatsby Magnifique, après on a Lolita, on en a d'autres après. Je sais pas tout retenu. Il y a Emma de Jane Austen, voilà, il y a un livre sûr de qu'elle allait Jane dire. Voilà. mais en fait, voilà, et à chaque fois, comment l'impact. Pride and Prejudice, Voilà. pardon. Et Game of Thrones. Et à la fin. 50 nuances degrés. Ça serait marché avec Daenerys. Baby Bon, girl. non. Mais juste ça pour dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'il développe à part le fait que c'est une idée qui est passionnante. Hein. L'idée que comment est-ce que des livres peuvent faire peur à un État et comment est-ce que des femmes peuvent se rebeller à travers des livres
la puissance de la culture justement et du coup de la diversité culturelle qui amène à une libération et à une élévation culturelle et donc spirituelle face à un État qui se veut spirituel mais qui en fait est totalitaire. C'est des sujets qui sont absolument passionnants. Le film, dans mon sentiment, que j'ai l'impression de partager, ne développe jamais vraiment beaucoup plus cette idée. Il reste sur ce constat de base, mais reste toujours dans des situations qui sont dans ce constat-là. Et sans jamais essayer de créer une scène et surtout un mouvement. Et moi, c'est ça qui me provoque le plus de mal et je l'élaborerai dans un prochain point. Mais c'est vraiment le manque de mouvement dans le film qui me fait très mal. Il n'y a aucun esprit de montrer, de faire bouger des personnages. Alors que c'est vrai que c'est très compliqué de filmer des gens qui lisent. Hein. C'est un enfer. Mais de montrer un mouvement. Et j'y reviendrai un petit peu après. Oui, peut-être que moi je me suis demandé si ça aurait été pas plus intéressant de présenter le film un peu plus comme un huis clos, à l'instar de Marie Octobre. Mais il n'en est pas. C'est pas un huis clos justement, mais le sujet aurait pu se prêter, en tout cas sans en faire un film 100% huis clos, mais rester un peu plus dans l'espace du club de lecture voilà. Mais tout à fait, oui. Et ça aurait il y aurait eu d'autres possibilités d'adaptation. Mais là, tu me permets de faire une transition avec ça. Pour moi, le principal problème, c'est vraiment l'adaptation du livre. Je n'ai pas lu le livre et pourtant, ça suinte à tous les instants que le film est une adaptation. C'est-à-dire qu'on va tracer à peu près, il doit y avoir 15 ou 20 ans de film qui se passe pendant le film, 15 ou 20 ans de vie, pardon. Et on va passer comme ça d'une scène à une autre, de scènes qui n'ont pas forcément à voir, où tu sens qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Tu n'as pas forcément de contexte. Je pense principalement à l'évolution du mari. Par exemple, qui est un personnage, tu vois, qui est mis très en dessous, puis on va avoir une séquence où où il va revenir au premier plan, puis après ils ont un conflit, et puis après la scène d'après, ils ont plus de conflit, on s'en fout. Enfin, il y a un espace comme ça d'évolution des personnages qui n'est jamais vraiment traité, qui est pris par mots-clés, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'un des principaux défauts de l'adaptation. C'est prendre des espèces de scènes clés, de mots-clés, et là je vais dire un truc qui peut paraître pas sympa, mais moi c'est vraiment un sentiment que j'ai quand tu termines ton film avec une adaptation d'un livre et que tu termines avec un gros plan sur le bouquin avec vraiment presque il y a marqué le titre du film. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce livre. Moi désolé, j'ai un sentiment profond déjà de tunnel de vente qui moi peut m'énerver. Ça dépend, il y a des contre-exemples qui pourraient aller contre ça, mais aussi dû au fait que dans Sylvie Vartan, il y a aussi ça à la fin, mais je l'ai un peu plus accepté dans Sylvie Vartan parce que j'ai passé un meilleur moment, donc cet exemple-là, il est contestable, mais je reconnais quand même que non seulement il y a un peu cet effet-là qui peut arriver, mais en plus je trouve qu'il y a un geste de cinéma que moi je trouve très triste du réalisateur, c'est qu'il y a un vrai abandon de sa caméra et un abandon de son mouvement et de son idée et sa vision de réalisateur, quoi. C'est-à-dire je m'abandonne totalement derrière un livre qui est plus grand que moi. Le livre vaut tellement le coup, il a dû adorer le livre, le livre est sûrement incroyable, et il y a tellement ce geste-là pour moi de montrer le livre à la fin et de le filmer et de faire tout est là-dedans, tout est résumé ici, c'est ça que vous devez lire, parce que le film pour l'instant était assez ennuyeux, vu que comme je l'ai dit, il y a eu des énormes coupes qui nous ont pas permis de vivre avec elle cette aventure et de la développer dans la longueur, vu qu'il a fait que faire des coupes tout le temps et de nous faire des mots-clés. Du coup, à la fin, il y a vraiment cette espèce d'abandon de la narration de la part du réalisateur. Moi, c'est un geste de cinéma que je n'apprécie pas. Surtout que, du coup, je suis parfaitement d'accord avec toi, surtout que l'avantage, en fait, d'avoir une adaptation au cinéma, c'est de pouvoir raconter d'une façon différente, avec des images, une histoire, parce que moi, comment tu me le décris, parce que j'ai beau avoir loupé une partie, je vois quand même de quoi ça parle, je vais m'enseigner dessus, et ben en fait, c'est un livre audio qu'il faut qu'il fasse, en fait. C'est grossièrement dit. Mais si tu ne me montres pas quel impact ça a eu sur leur environnement, leur démarche de ces femmes-là, ça sert à rien de faire un film en fait. Effectivement, autant faire des pubs pour un livre ou un truc comme ça. Il y a un peu ce sentiment-là. Évidemment, je dis ça pour être un peu provoquant. Et surtout que c'est con parce que comme c'est un sujet qui est quand même très très important, le fait d'avoir, il y a beaucoup de gens qui ont découvert que ce soit des adaptations. Je vois par exemple Le Parrain, c'est une adaptation. Alors rien à voir comme sujet, mais beaucoup de gens ne savaient pas que c'était un livre avant. Ils ont peut-être découvert par ce film-là. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être découvrir le livre par ça. C'est un des plus grands films de l'histoire. C'est ça, parce que encore une fois, il y a une autre façon et même d'autres thèmes que tu peux trouver par rapport à un certain livre, d'autres façons de montrer qu'est-ce que c'est le problème en Iran. Sauf que du coup, là, ça me fait que d'écrire des trucs et que tu vois même pas l'évolution des personnages. Exactement, il souffre vraiment de la comparaison avec juste ses prédécesseurs. C'est que ça fait 10 ans, comme je disais plus tôt, qu'on a des films incroyables qui sortent, qui parlent vraiment
l'Iran et la société oppressive du point de vue des femmes et les questions sur le voile, les questions justement sur l'oppression. On a eu des films incroyables. Moi, je fais que repenser à Tatami. Vous voulez du mouvement, vous en avez tout le temps, c'est incroyable. Et là, du coup, il en pâtit un peu de la comparaison. Mais voilà, j'ai fini mon point. Quelqu'un veut créer un mot de conclusion sur le film J'ai vu que ça a été tourné en Italie, non Partie Oui, c'est Italie, ça. partie Israël, je crois. Allez, ça part. allez. C'est tourné en Italie, oui. Eh bien, très bien, on passera donc à la suite. Vous avez compris, nous n'avons pas trop aimé lire Lolita à Téhéran, et étant donné aussi... Voilà, Ah comme on si, l'a quand déjà dit. même. Ça va. Léa a bien aimé. Non, mais c'est que. On repart pas dans le débat, on vient de le Non, terminer. mais c'est pas Repart mauvais, pas. mais T'avais- c'est que on- il faut plus. c'est tout. Ouais, exactement. il Non, faut- mais c'est ça. je veux Ce dire pour que, les ce que je Repartez voulais... pas dans le débat, on passe Non, à... ouais. S'il vous plaît, Ce passons à que, notre ce que film. je voulais dire, juste merde. pour Oh, phrase non. de... Non, mais juste pour la phrase de conclusion, je sais pas Je viens si de tu la pourras faire, vas-y. remettre avant, mais c'est que le film aurait pu être un chef-d'œuvre si, de par son sujet, je pense que le film aurait pu être un chef-d'œuvre parce que... C'est vrai, Mais en le traitant mieux, voilà. Mais c'est tout. je pense qu'on pourrait dire ça sur un peu près... Twilight aurait pu être un Twilight chef-d'œuvre aurait si on pu l'aurait être un traité chef-d'œuvre mieux. si on l'avait Non, parce traité. que Non, c'est un sujet de merde, Twilight. Non, mais de par sa J'ai thématique, compris. de par sa thématique, je pense que... La thématique est passionnante, mais je vais résumer ça à ce que veut nous dire le film. Lisez le livre. Alors... Nous avons terminé Lire Lolita à Téhéran, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce que je racontais moi? Très bien, alors, on va quitter un groupe de femmes iraniennes pour rejoindre un groupe de femmes américaines. The Last Showgirl, donc avec Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kierman Shirka et David Bautista. Oui, ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça cache un film incroyable? Bande annonce. We were ambassadors for style and grace. The Las Vegas Showgirl. The iconic American showgirl. Shelly, une danseuse de cabaret dans la cinquantaine, doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est interrompu après 30 ans de représentation. Tu l'as vu toi, mon cher Olivier, The Last Showgirl? En effet. Même qu'on l'a vu ensemble. En effet. C'est bien. Tu veux commencer? Oui, alors, j'ai toujours... Merci Tanguy. J'ai toujours aimé dormir à côté de vous. Genre, c'est une longue tradition. Typiquement, c'est dans un appartement après une soirée. Mais parfois, c'est dans un UGC. Non. Personnellement, je n'ai pas dormi. Mais j'étais assez déçu par ce film. On pourrait parler des... Il y a plusieurs raisons. Ça parle d'une dame jouée par Pamela Anderson qui a, je pense, 57 ans dans ce film et qui est une danseuse pour le razzmatazz. Donc c'est l'équivalent du Crazy Horse en France, mais à Las Vegas. Et même si elle n'a pas un rôle très important, elle est toujours au fond, selon sa fille. Hein, elle dit ça à un moment. Elle trouve sa vie bousillée par le fait que le show va se terminer après ces trentaines d'années. On ne voit jamais le show. On ne voit jamais véritablement ce qu'elle fait. Ainsi, le show en lui-même, on ne s'y attache pas. Sa motivation, son enthousiasme pour ce spectacle est montré de manière assez superficielle. Le personnage en lui-même, j'ai oublié son nom, c'est... Shelly. Ouais, Shelly. Elle est... Qu'on peut appeler Pamela. Ouais, Pamela. Elle a un caractère, comment dire ça, maladroite, un peu superficielle, un peu grand enfant. Grand enfant, tête dans les nuages. Ainsi, sa motivation pour cet art, c'est très différent que, je sais pas, mais Andrew Neiman en Whiplash, par exemple. C'est que quand elle en parle, elle nous fait presque chier. Oh my God, but like it's Tu history. parles de Pamela ou de Gia? Non, de Pamela. Donc elle va dire, oh my God, this is like all the way dating back from France. The culture is French and it's been around for so long. C'est des excuses. Donc, C'est vrai qu'elle parle comme Oups là, attention. yeah. Et donc lorsqu'il y a tout ce pathos que Gia essaye de nous faire ressentir, est basé sur quelque chose d'extrêmement faible au final.
sur quelque chose, on ne le voit jamais, et la raison pour laquelle elle est attachée à ce truc est chiant. En fait, on a presque envie que le show se termine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Crazy Horse. Je répondrai oui, pas à j'ai fait cette le question. Lido, moi. J'ai C'est fait le Lido de et c'est la- mentionné. Ah, ok. C'est de la merde. Je suis Ça allé. va. Je suis allé une fois. Mais... Je suis allé une fois. C'est le divertissement le plus crasse, inintéressant que j'ai vu depuis The Last Showgirl. Non, ça c'est Cirque du Soleil. Le quoi, pardon? Je rigole, je fais des blagues qui sont pas drôles. Ah, ok, no problem. Mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est pas comme si elle faisait de l'aide humanitaire au Zambia, tu vois. Genre, c'est des gens qui bougent leur cul avec des plumes. Donc, franchement, tout ce pathos... Un peu de respect pour les danseurs, voyons. Ah, ok. Je vais en parler des danseurs après. Mais après que vous avez fait... Exactement. Axel, j'ai envie que tu continues. Parce que je reprends mon micro, excusez-moi. T'es trop chill, faut que tu parles là. Tu vas Ouais, je t'endormir. suis un peu trop chill. Non, Tu vas mais on t'endormir, va là. pas se mentir, hein, je me fais chier. Je me fais chier. En fait, faut dire les termes. Je me fais chier comme un rat mort. Je trouve le sujet important. Il y a pas de souci, mais je trouve qu'il est quand même assez fade dans tout le film. Moi, je trouve que les épreuves et toutes les interactions que peut avoir le personnage de Pamela Anderson, ça manque quand même pas mal de relief, de vie, quoi. Non pas que tout ce qu'elle traverse ne soit pas pertinent ou même réel, hein, pas du tout, encore une fois, mais ça manque d'incarnation. Puis en plus, elle n'est pas du tout, du coup, aidée par le scénario que je trouve vraiment limité. On a un nombre de choses déjà vu, mais en fait, surtout, on l'attend le scénario, on sait où ça va. Je sais pas pour vous, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je sais où va le film. Je le sais pourquoi, parce que dans son pattern d'éléments qu'il me met sur la route, on a jusqu'à la fin du film, on a des choses qu'on a vues des milliards de fois entre la fille insupportable avec Pas sa autant que mère. dans Mercato. Pas autant que dans Pas Mercato. autant que dans- Non, non, autant mais- que non, mais dans c'est Mercato. pas comparable. mais voilà, entre ça, toutes les épreuves qu'elle va passer, donc tout ce qui va toucher à sa solitude, tout ce qui va toucher aux entraides, aux rivalités avec ses copines, tout est là. Je trouve que c'est pas vraiment incarné. T'as 2 décors dans le film. T'as quoi? T'as la loge, le couloir pour aller, la loge, le couloir pour aller La sur poignée scène de porte. et l'appartement à la limite, tu vois. Ouais. On est dans un aller-retour constant entre ça. Je sais où le film va. C'est d'une dépression communicative dans le mauvais sens du terme, selon moi. Bon, je commence à être un peu sévère avec le film, alors que je suis certainement passé à côté de son sujet. Hein, je le conçois parfaitement. Mais voilà, j'avais besoin d'extérioriser ça quand même. Et surtout, je trouve qu'il y avait une comparaison intéressante à faire avec ce film. C'était avec le The Wrestler d'Aronofsky. Oui. Et je me suis posé chez moi, je me suis dit, mais pourquoi dans The Wrestler, qui a quand même une substance un peu identique quand même, hein, Qui est génial. qui est d'ailleurs génial. Tu Oui, parles je précise que j'ai bien aimé The Wrestler. The Wrestler, Je dis c'est pourquoi, vrai. moi tiens, j'ai bien aimé The Wrestler alors qu'il a quand même une substance assez identique Dans la forme, que The hein. Last Showgirl, dans la forme et même dans le parcours du gars qui Oui. peut plus faire ce qu'il veut, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que en fait, The Wrestler, là où ça change, c'est que bon, c'est pas le sujet de la journée, mais c'est que il me surprend à chaque fois où est-ce qu'il va aller. Je me noie pas dans un désintérêt, et je trouve en fait que The Wrestler, il fait de la dépression de son personnage principal un moteur, si tu veux, de ses actions et de là où m'emmène le film. Alors que dans The Last Showgirl, c'est un peu nébuleux quand je le dis comme ça, mais alors que The Last Showgirl, pour moi, c'est comme une toile de fond en fait. Ouais. On sait que le film, ok, il parle un petit peu de ça. Il y a vraiment la dépression et en fait la perte à la fois de pouvoir de son travail et de ce qu'elle représente dans ce monde-là, dans ce monde du spectacle. Mais c'est en toile de fond, et je trouve que c'est jamais vraiment abordé et incarné. En plus, quand tu parles d'incarner, puis après je vous redonne le micro, mais quand dans The Wrestler, tu vois qu'il subit, tu vois qu'il a Exactement. mal, tu le vois en train de prendre des coups. Et c'est ce que tu disais, Olivier, Exactement. par rapport à The Last Showgirl. On la voit jamais danser, c'est sûrement un choix, ça veut peut-être dire quelque chose. On la voit pas essayer de on la voit pas pas- de faire un autre métier, on la voit voit- pas comment elle va se retourner. Exactement, on la Ouais. voit pas essayer quand même de subir, peut-être, mais aussi peut-être son âge aussi, peut-être que tout d'un coup c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, le fait que aussi elle est plus mal. C'est ça le film. Non mais en fait, je Attends, dis l'avoir j'y vais- dansé. Non, mais j'y L'avoir- vais après. Non, mais j'y vais viens- après, c'est pas grave. Juste après, ce que je dis, c'est de la voir, justement de la voir danser, de la voir subir un peu la situation. Dans Anora, on la voit danser Anora, on la voit faire son show. Je veux dire, quand on parle un petit peu dans ce genre de On film, la voit comment ça l'use aussi on peut-être. voit comment ça Ou l'use. alors, au contraire, comment ça l'épanouit, tu vois. Mais non,
Bah, Anora, moi, je vois en mais ce quelques que je veux scènes, dire- par exemple. Ce que je veux dire, c'est que dans The Last Showgirl, il n'y a pas ça. Non, On voit pas en quoi ça l'épanouit ou ça l'use, en fait. Elle dit qu'elle adore, mais elle le dit, mais on l'a pas vraiment fait. Il y a qu'un seul Exactement. moment où on la voit faire, en effet, et on se rend compte qu'elle sait pas danser. Pardon. Mais Tanguy. et bah c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, moi j'ai bien aimé, mais c'est pas que je suis pas d'accord avec vous. C'est que pour moi, la façon dont j'ai vu le film, rigole pas, s'il te plaît, j'y travaille. C'est que pour moi, tout ce que vous avez décrit, en fait, c'est de ça dont parle le film. Évidemment qu'on s'en fout quand elle parle de oui, c'était un truc de Paris, évidemment, tout ça c'est un énorme cope. C'est pas tout ce film-là, c'est quelqu'un qui est en train de. Tu vois toute la fatalité du film. Évidemment que c'est qu'on a déjà vu cette histoire. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Évidemment que tu vois. Évidemment que tout dans ce film est. Évidemment, c'était pas. Évidemment que tout dans ce film mène à des trucs que tu as déjà vu. C'est ça la fatalité. C'est que c'est une personne qui fait ça depuis qu'elle est toute jeune parce que c'était le seul travail qu'elle arrivait à trouver. On te montre pas la danse et c'est un truc qui a eu aussi. Il y a la scène par exemple qui commence le film et qui à moitié la termine de l'audition, c'est le même truc que j'ai vu dans le film Pearl, où tu as exactement ce truc là de rêver de stars, de rêver de Las Vegas, de Hollywood, mais au final quand tu vois la performance, tu vois ça, tu te dis ah c'est tout. C'est ça pour moi qui je trouve fait que en plus comme c'est aussi tout un truc par rapport au fait qu'elle devienne beaucoup plus âgée, qu'il y a sa fille qu'elle a perdue dans sa vie, que ses collègues c'est la même chose, elle revient dans des lieux de t'as un côté un peu enfantin dans la façon dont elle est. La façon dont c'est filmé qui est un peu onirique, alors même si par contre j'ai trouvé que c'était un peu pénible d'avoir carrément caméra portée tout le temps, même s'il y a 2-3 plans qui sont beaux, j'ai trouvé ça un peu saoulant, mais pour moi en fait tout ça montre vraiment une personne qui s'est un peu paumée dans un rêve d'adolescente basiquement et qui en fait n'arrive pas à en sortir, et c'est pour ça que c'est juste à la fin où tu vois que c'est le seul truc un peu qui va permettre d'avoir un peu une espèce de joie de rue ou un truc comme ça. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était évidemment pas non plus excellent. On parlait de The Wrestler, le peu que j'ai pas vu The Wrestler, j'ai vu que des extraits, mais il y a plein d'autres films qu'on a vus qui ont le même thème, qui abordent ça mieux. Mais la façon dont c'est abordé, même si c'est maladroite, je pense que c'est le bon choix. Surtout avec le personnage de Pamela Anderson, qui du coup, je termine là-dessus, aussi reste un peu sur sa gloire passée en soi, c'est pour ça qu'elle a été choisie. C'était Alerte à Malibu sur la plastique qui petit à petit disparaît et qui maintenant devient un peu has-been, et c'est aussi tout le thème justement de dire que elle qui essaye de se souhaiter des excuses en disant mais non mais ce show c'était un grand truc à l'époque à Las Vegas, et sa fille qui dit mais t'as vu en fait t'es juste en train d'être à moitié à poil et bouger ton cul. C'est ça que je trouve terrible dans ce film et que je trouve être intéressant. Voilà, gros bisous. Et j'aime Dave Bautista. Léa, je t'en prie. Oui, moi je rejoins plutôt Tanguy. J'ai trouvé que ce film était assez touchant. En fait, si Pamela Shelley reste une éternelle enfant, c'est aussi parce que finalement elle n'a rien pu faire d'autre dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'on parle aussi des États-Unis, et c'est là où le film, à mon sens, est intéressant, c'est qu'il fait quand même une critique du système américain et du capitalisme. Comment tu peux faire des études si tu n'as pas assez d'argent ? Tu es obligé peut-être de travailler tout de suite. Mais quel métier peut faire une femme qui n'a pas de formation ? Serveuse, voilà. Elle le dit à un moment, ouais, j'aurais pu être dans un supermarché, j'aurais pu Voilà. trouver des métiers qui m'auraient permis d'être là le soir avec toi, ma fille. C'est là. C'est ça. Et c'est là où ça rejoint Anora, mais moi ça m'a aussi fait penser à The Substance pour la critique de l'âge. Et là aussi, encore une fois, ça critique le système américain. Que faire à cet âge-là quand tu n'as pas de formation ? Mais la vieillesse, elle est aussi analysée sur plusieurs aspects. C'est pas seulement l'âge de l'héroïne dont il est question, mais aussi de l'âge du show. À savoir, on nous dit ça fait 200 ans ou 100 ans, 100 ans que... C'est le plus vieux show de voilà, Las Vegas. C'est le plus vieux show de Las Vegas. C'est personne va le voir. Dernier show à recopier, à imiter un show français. C'est Babylone en fait. Voilà, c'est un vestige. Et il y a là aussi une attitude vintage que la réalisatrice adopte, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans sa mise en scène, elle va filmer avec du grain et adopter tout le long du film la même colorimétrie. Et qu'elle n'a pas embauché de pointeur. Voilà, et que... Ah, ça par contre, ouais, je me demande... Et ça aussi, ça fait écho, à mon avis, à une critique capitaliste où en fait, elle te dit, bon, ben...
Finalement, le cinéma aussi, peut-être que ça sert juste à faire en sorte que des personnes puissent se sentir bien durant la séance. Et vous allez peut-être rigoler, mais moi, ça m'a touchée. Il y a une vieille femme à côté de moi qui a parlé avec moi qui se sentait très bien et qui m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un film comme ça avec plein de paillettes et de la danse. » Et alors oui, peut-être que la danse n'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, il y avait une forme de beauté qui était peut-être un peu simpliste. Et qui, c'est vrai que le film ne montre jamais la danse, mais en même temps, c'est totalement fait exprès. Parce qu'il y a aussi une critique du corps, enfin de la représentation du corps des femmes. Coppola, elle a décidé volontairement de ne pas représenter le show. Et d'ailleurs, tout au long du film, il y a une critique aussi qui est faite par les autres shows qui vont remplacer ce show-là. À savoir les nouvelles façons dont on danse. Beaucoup plus sexualisé. Qui est énormément sexualisé et qui là aussi, c'est. Voilà. Donc bien meilleur. Avec, je sais pas moi, les danses là, dans les clips de rap avec les fesses qui bougent, je sais pas comment ça s'appelle. Le twerk. Le twerk, voilà. Donc il y a aussi un changement l'énorme twerkasse. Culturel, une hypersexualisation de la société et oui, pour elle, quand tu dis Olivier, en fait, c'est quoi ce show? Elle montre que ses fesses. En fait, non. Principalement, en tout cas, ce que volontairement Coppola a choisi de nous montrer, c'est principalement des costumes et des paillettes. Les fesses, on les voit pas tellement. En tout cas, du show. Et là, à mon avis, c'est que aussi, en fait, elle en fait un peu un spectacle de femmes. On te dit pas, je crois pas. Enfin, je crois qu'il y avait un commentaire qui était fait sur ça. Dans le film, en gros, on te dit oui, c'est aussi un show qui est fait pour les femmes. Enfin, c'est pas à destination d'un public masculin et pour exciter. Je ne reçois pas, je ne reçois pas cet argument. Et pour exciter. Je ne reçois pas cet le argument. regard. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui Je peux regarder des films avec des femmes sans être excité. Qui sont intéressants et certes, c'est pas un grand film, mais moi, même dans son esthétique, franchement, ça m'a bien plu. Tanguy rebondit. Oui, non, c'était par rapport à la succession des corps, où pour moi, c'est notamment le personnage de Jamie Lee Curtis qui, elle, est une. En plus, il n'y a même pas le côté artistique, c'est une simple serveuse. Il y a toujours ce truc où, on lui met des billets entre les seins, des trucs comme ça. Il y a ce truc qui est horrible de te dire que c'est des gens qui, en fait, ont passé toute leur vie à uniquement vivre de leur corps. Et t'as vraiment ce truc où, évidemment, c'est peut-être pas le truc le plus explicite, par exemple, si on part sur The Substance, où là, c'est. Moi, je trouvais ça limite grossier, carrément. Mais bon, c'est pour la thématique, ça passe. T'avais ce truc aussi horrible du coup de voir que petit à petit en fait même ça ils l'ont pas, même si quand ça commence alors le show disparaît, leur corps pas qu'ils se l'approprient plus mais ça n'est plus intéressant, l'audition à la fin qui est terrible et c'est pour ça que je faisais une référence à Pearl parce qu'il y avait un peu de ça aussi. Je me suis paumé dans l'explication mais je pense que vous voyez sur le corps si quelqu'un veut rebondir mais moi je vais rebondir. Je trouvais ça intéressant. Je vais rebondir en contre-argument et je vais développer ça mais je crois qu'Olivier tu cherchais la parole. En fait juste vite fait je suis d'accord avec vous que les intentions de Coppola ont été mises à l'écran. C'est que ces choix-là ne sont pas des accidents. Je pense qu'absolument il y avait une pensée derrière. Le problème, c'est que ces choix sont délétères, à mon avis. Le fait de ne jamais montrer le spectacle, le fait qu'elle a une vision aussi superficielle, fait en sorte que son personnage est très peu empathique. Et je ne dis pas que dans le cinéma, il faut faire des personnages qui sont sympathiques. Ce n'est pas ça du tout. Mais... Là, dans Substance, elle est pas empathique, mais pourtant on traite le même sujet, si on veut faire des comparaisons. Je fais bien la différence entre sympathique et empathique. Oui. On peut parfaitement comprendre, on va pas partir sur de Substance, mais même si ce personnage a plein de défauts, comme Sue, comme Walter White, comme plein d'autres personnages qui ne sont pas sympathiques, on peut empathiser avec eux. Avec Pamela Anderson, j'empathise jamais avec elle, notamment quand sa fille arrive. On parlait de Wrestler. Il y avait le même problème dans The Wrestler. Sa fille dit « You were there for none of my birthdays » à un moment. Sa réponse est très différente que celle de Pamela Anderson. Dans celui-là, Mickey Rourke dit « I am a broken down piece of meat and I deserve to be alone ». Donc, c'est quelque chose, on peut empathiser avec ça. On peut se dire, on a tous
commis des erreurs tellement graves que l'on mérite d'être véritablement puni. Peut-être pas au même stade que Walter White, mais quand même. Dans ce film-là, où tu as Pamela Anderson qui invente des excuses tout le temps, qui, quand sa fille exprime un chagrin, va dire non, mais le show c'est tellement bien en fait, et il fallait que je fasse X et Y. Je ne pouvais pas rien faire d'autre, par exemple. Elle va dire, ça c'est pas vrai. Dans les années 80, il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas en université aux États-Unis. Et si tu étais une femme magnifique, qui ressemblait à Pamela Anderson, bon, tu n'allais pas travailler à Blackstone, tu n'allais pas travailler à la NASA, certes, mais il y avait une myriade de choix que tu pouvais faire. Tu n'avais pas besoin d'aller et de faire le razzmatazz. Oui, mais la réponse dans le film, elle voulait les lumières. C'est ça sa thématique. Elle voulait les lumières et c'est pour ça qu'elle a fait ce choix-là. Elle a fait le choix entre vivre pleinement sa vie dans la lumière plutôt que de faire un métier nul. Et d'abandonner sa fille. Parce qu'elle va dire... Parce que c'est le dilemme du film. Et donc, c'est le dilemme qu'on a déjà vu. Et donc, en gros, elle est profondément égoïste parce qu'elle dit « Regarde, t'as tout le monde qui me trouve belle. » En même temps, ta fille, elle est toute seule. Moi, c'est là où je la trouve empathique. C'est dans son égoïsme que je la trouve empathique. Pour moi, je me dis, mais t'es une énorme égoïste. Dans la mesure. Moi, ça me va. Mais bon, peut-être pour toi. En tant que personnage, je trouve ça intéressant. Mais juste, je suis pas du tout en train de le défendre. Là. Enfin, je veux pas non plus le défendre. Je trouve juste que c'est pas. Je crois pas que ça le point vraiment du film qui le rend vraiment à ce point ennuyeux. Et tout ce que vous avez développé depuis le début par rapport à ce que vous dites, c'est très vrai. Mais juste. Oui, j'ai jamais été ennuyeux. Moi, je le dis. Oui, mais toi, tu avais dit que je ne trouve pas que c'est ça qui le fait ennuyeux. Oui. Et je corrige juste. Moi, j'ai jamais dit que ça le rendait ennuyeux. T'as dit que le film était ennuyeux au début. Oui, mais j'ai pas dit que c'était cet élément-là qui le rendait ennuyeux. Non, mais c'est important de le préciser. Oui, pardon, excuse-moi. T'as terminé ton point ? Vas-y. Voilà. Non, c'était juste ça par rapport à ce que vous dites par rapport au point pourquoi le film est généralement ennuyeux, et pourquoi on s'ennuie, cette impression d'ennui qu'on a, c'est quand même que justement on a cité beaucoup de films depuis le début, on a cité The Substance par rapport à la question de cette actrice comme Demi Moore ou Pamela Anderson qui ont une période devant des projecteurs, qui maintenant essaient de revenir avec leur corps d'aujourd'hui. On a Nicole Kidman dans Baby Girl il y a pas longtemps aussi qui a fait cette démarche là. On a eu plusieurs films là depuis une dizaine d'années de mouvements de femmes qui reviennent et qui assument justement leur corps à partir d'un certain âge, parce qu'on sait que pendant et encore aujourd'hui énormément, la majorité des actrices une fois passé un certain âge n'ont plus beaucoup de carrière, voire plus du tout, et que il y a des questions qui doivent se poser, et que dans l'ère actuelle il est intéressant et bénéfique de pouvoir amener des actrices sur le devant avec des personnages intéressants, et du coup à des personnages féminins de se refaire une carrière. Toutes ces questions là font partie de la société actuelle, elles sont super intéressantes. Moi je peux pas m'empêcher de voir quand même devant le film The Last Showgirl, il me crie tellement ça à chaque scène, et dans la définition du personnage de Shiley, de Pamela Anderson, moi je trouve ça très machinal, je trouve ça très utilitaire, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'elle le fait parce que c'est un peu la mode de le faire, mais elle n'amène tellement aucune idée, je trouve, par rapport à tout ça. Désolé, mais on a parlé un petit peu du show, qui est en effet un show de la déchéance de l'Amérique, de l'hypersexualisation et le passé qui revient, mais encore une fois, ce sont des thématiques qu'on voit depuis 100 ans dans le cinéma, et là, comment est-ce qu'il le met en scène ? Moi, je trouve, quelle idée de mise en scène concrètement il amène avec ça, à part ne pas montrer le show. Moi, il y a plusieurs moments dans le film, dont un en particulier de mise en scène que je trouve vraiment d'une paresse et d'une paresse d'auteurisme, tu vois. C'est quand on va prendre Jamie Lee Curtis ou Pamela Anderson, vraiment tu les prends caméra à épaule comme ça, et elles se mettent à danser comme ça, tu sais, et elles dansent, et puis avec la caméra comme ça, tu tournes autour. Comme Moi ça, j'ai bien aimé. Mais en fait, ça raconte quoi ? C'est quoi ça ? Mais tu sais, mais en fait, tu quoi parlais de cette scène-là. Je ramène juste par rapport à ça. Vas-y. Ces scènes-là, c'est vraiment paresse de mise en scène, niveau 1 cinéma, je vais essayer de créer une séquence poétique sur un personnage qu'on va danser. Parce que c'est pas non, que mais c'est poétique. Ça fonctionne. Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, je t'explique, parce que parlons sur ça avec Jamie Lee Curtis, oui, la première fois quand tu vois que c'est en mouvement, tu te dis, ah bon, c'est un petit peu beau, puis après ça part sur un énorme plan large, tu te rends compte à quel point c'est ridicule. C'est ça qui est horrible. Mais oui, c'est déjà ridicule. Peut-être, mais en tout cas, tu vois à quel point elle est seule dans son truc. T'as les gens qui passent, qui la regardent, qu'est-ce qui est fou. Vous avez pas quand même c'est que ça renforce ce truc-là. Mais après, oui, c'est peut-être pas le truc le plus recherché du monde, mais c'est pas non plus. J'ai l'impression qu'on constate la même chose. Mais pour moi, c'est un portrait. Ça en fait un portrait mélancolique aussi de Los Angeles, qui perd de son image de pas le sentiment que vous grandeur. avez vu ça déjà depuis il y a 10 ans, on voyait déjà ça, et que c'était déjà éculé.
Dans Joker. Axel. Mais dans Joker, voilà, en plus j'y Non, ai mais pensé. c'est pas du tout le même. J'y ai pensé dans Joker en plus, mais dans Joker c'était déjà ringard. Ça complétera un peu aussi ma réponse que je voulais donner à Tanguy il y a 10 minutes. Mais... Excuse-moi. Non, mais c'est pas C'est grave. pour du ça tout, que t'étais c'est là à la- faire la gueule, je me la- disais la- aussi. Mais non, mais- la conversation a pris sa propre direction. Mais oui, rappelle-moi ton dernier point sur lequel je voulais rebondir, excuse-moi. Sur pourquoi cette mélancolie, on a l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'on a déjà vu tout ça. En fait, on a déjà toujours tous vu ça, c'est comment tu le fais qui est important. Et effectivement, on n'apporte pas de renouvellement dans cette mise en scène-là. Et comme tu le dis, moi je suis complètement d'accord avec ton exemple de la danse et ensuite voilà tout ça. Je trouve que c'est ultra éculé et que là, ça véhicule pas grand-chose et que c'est assez, je trouve, comme tu le dis, un peu feignant en termes de mise en scène. Et surtout, pour revenir sur le point de Tanguy qui était que oui, on sait où est-ce que va le film et que c'est là la gravité de la chose. Le problème, il n'est pas là selon moi. C'est pas parce qu'on sait où va le film que pour autant, dans la caractérisation que tu vas me faire de son personnage, dans les épreuves qu'elle va subir et traverser, tu peux pas être un peu soit inventif, soit au minimum viscéral, incarné, quoi. Et donc, par là, je rebondis aussi sur le point de Léa, qui est effectivement, elle a certainement fait de son plein gré de ne pas montrer le spectacle. Mais en fait, ce sacrifice que tu fais là, pour ne pas montrer effectivement la question du corps sexualisé et tout, c'est qu'en fait tu m'enlèves aussi la possibilité moi de constater à quel point c'est bien ou c'est pas bien pour elle qu'elle fasse ce spectacle, à quel point ça l'épanouit ou à quel point ça l'use sur sa propre dans sa propre psyché ou dans son propre corps, tu vois. Elle fait un sacrifice là, mais qui moi du coup, en m'enlevant ça, tu m'embarques moins avec elle, tu m'embarques moins dans cette idée de découvrir en quoi ça va être compliqué de traverser tout ça pour elle. Est-ce que c'est bien ou pas par rapport à la présentation, c'est peut-être une question ouverte, parce que moi à la fin c'est un peu comme ça que je l'ai vu, parce que même si tu vois qu'elle arrive même plus à déchirer son costume, elle n'y arrive pas, il y a quand même cet épanouissement dans la dernière scène du film. Peut-être que c'est ça justement que ça présente à la fin, c'est peut-être le but. Après, encore une fois, mais moi, je ne dis pas que j'avais pas le scénar sous les yeux, j'ai pas les intentions, donc bien on sait sûr, jamais. je comprends Mais en tout parfaitement. cas, moi je vois cet angle-là. Et je comprends parfaitement, mais mon point, il est pour dire que en fait, de me le montrer, de ne pas le montrer ou pas, je reviens encore sur cette comparaison avec The Wrestler. Ce qui fonctionne selon moi dans cette dépression communicative, c'est oui, est-ce que oui ou non, on va traverser ces problèmes de manière tangible avec le personnage. Et je trouve que ce n'est pas le cas dans The Last of Girl, là où ça peut être le cas dans The Wrestler, qui est un film que je trouve largement comparable. Mais voilà, je pense qu'on va pas plus s'étayer que ça, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tous pas mal élaboré sur nos points de vue. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou conclure le débat ? Léa, alors, tu veux ? Dave Bautista, je t'aime, continue. Mais, je suis fier de toi, mec. Tu as un truc dans le regard. J'adore Dave franchement. Bautista aussi. C'est vrai. Je suis content de C'est ta vrai. nouvelle carrière et tout. Non, parce que c'est Et génial. Parce que j'aime encore il plus Jamie arrive- Lee Curtis. Non, parce que c'est génial. Ah oui, non, mais ça, en même temps, c'est. On c'est voit c'est vraiment Jamie pas Curtis. beaucoup. Hein. Mais Jamie Lee Curtis On la voit pas beaucoup dans le film. On la voit vraiment pas beaucoup. non, je pense On qu'elle la est voit bourrée, pas assez dans la justement, vie, en elle général. est bourrée toute seule dans son coin la moitié du film, c'est tragique. C'est tragique. Mais non, mais voilà, bah, écoutez, c'est comme C'est une marrant, discussion. il y a hein. un Ouais, non, je repars pas. Oh, t'inquiète. Non, c'est juste un petit point qui me vient comme ça, c'est que je ne fais que comparer un petit peu, je compare de plus en plus là avec The Substance dans ma tête, parce que je sens vraiment que les points de départ des deux films est le même. C'est vraiment comment j'affronte l'âge et comment j'affronte mon envie de pouvoir, mon envie de puissance et la mort qui vient en fait. Et du coup mon corps qui subit le passage du temps. Les deux films, c'est le cœur de leur sujet. Et je me dis quelque part que dans The Last Showgirl, c'est très mélancolique. On va prendre énormément de temps pour amener à cette conclusion qui, pour moi, me paraissait évidente dès le départ. Et à mon goût, je trouve qu'on fait tout un drame sur quelque chose qui je suis désolé, mais oui, Pelle Anderson, t'es vieille, oui, oui, voilà. Fallait peut-être pas faire 1h30. J'ai eu un peu du mal. Le message, pour moi, dès le départ, me paraissait assez clair, assez évident dès le départ. Suffisant même que toute la longueur et le pathos qu'on a mis à arriver à ce moment où elle fait son show là sur la scène et elle s'en va, elle fait mais en fait je suis vieille, vous me l'avez jamais dit. Bah oui, désolé mais oui. Et du coup je vois un peu ce truc là, mais je peux comprendre la mélancolie. Moi je sais qu'elle me touche moins parce que j'ai vraiment cette impression de pathos pour quelque chose qui désolé meuf. Mais tu vois la comparaison que je veux faire avec The Substance, c'est que comment est-ce que la réalisatrice de Substance a justement pris ça à contre-pied, c'est qu'elle l'a pris avec tellement de cruauté. Elle a abordé cette thématique-là déjà avec une forme extrêmement mise en scène explosive, on va dire, je sais pas comment dire, voilà, très genrée, enfin voilà, explosive, détonnante, mais elle le prend avec un cynisme, je trouve, un rapport à la vie
qui est à la fois universel et personnel, mais en même temps d'un cynisme et d'une cruauté qui, j'avoue, peut-être moi, m'a plus touché, m'a plus complété dans un rapport à la vie et à la mort que j'ai. Je développe ça dans un truc de... Je peux comprendre qu'on aime The Last Showgirl et qu'on y passe un moment mélancolique parce que quand même, il y a une mise en scène et une poésie à l'écran, mais je réfléchis juste dans cette comparaison, pourquoi elle m'a à ce point pas atteint. Tout ça, c'est à cause de Megalopolis. Mon de Dieu, mon de Dieu. C'est à cause de Papy. Allez, on n'a pas le temps, on conclut avec une nouvelle adaptation de livre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, avec Jonathan Cohen et Leila Bekti. Avec Jonathan Cohen et Leila Bekti, bande-annonce. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? À l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. En 1963, Esther met au monde Roland, un petit dernier d'une famille nombreuse. Roland naît avec un pied beau qui l'empêche de se tenir debout. Contre l'avis de tous, elle promet à son fils qu'il marchera comme les autres et qu'il aura une vie fabuleuse. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui du coup est déjà sorti il y a plus de 2 semaines. En plus, gros casting, Jonathan Cohen, Leila Bekti. On avait vu la bande-annonce au cinéma et on s'était dit, faut qu'on aille le voir. On sent qu'on va chialer. Est-ce que vraiment quelqu'un a chialé ici? Des barres de rire. Non, jamais, c'est pas trop mon genre. Axel, t'as pensé quoi du film? Ah putain. Non, je vais être beaucoup moins analytique que les 2 films précédents et je vais être à fond sur ressenti. C'est juste que voilà, ce film, je l'ai reçu, je pense, à la bonne heure, le bon jour, au bon moment, vraiment, puisqu'il m'a absolument roulé dessus. Alors, je vais pas commencer à dire que c'est un film d'une intelligence de mise en scène, ni même de scénario extraordinaire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui touche de l'hommage à la mère, à la sensibilité qu'il peut y avoir entre la mère et le fils, qui tout simplement m'a énormément touché. Ça a résonné beaucoup avec beaucoup d'éléments de ma vie personnelle, et je trouve le casting, en fait, c'est fou. Je dis jamais ça d'un film généralement quand je le critique, mais je trouve que c'est le casting qui me vend le film, en fait, et qui me le fait vivre à 100%. Je trouve à la fois le gamin qui joue Jonathan Cohen jeune phénoménal malgré le peu de répliques qu'il a. Maxime est en train de chercher le nom, s'il te plaît, je t'en supplie, trouve-moi le nom. Leila Bekti, qui est absolument génial et qui d'ailleurs n'est pas du tout Naël Rabia. D'accord, merci. Je dis de la merde? Non, si, c'est ça. Pardon. Mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est que même dans son... Je sais qu'il y avait des gens qui avaient un peu de doute sur le fait de la voir vieille avec les prothèses et tout. Je trouve que ça marche super bien, je la trouve géniale. Jonathan Cohen est super bon aussi, qui ne joue pas Jonathan Cohen et qui, de toute façon... Moi, j'ai toujours trouvé Jonathan Cohen comme étant une incarnation du clown triste, c'est-à-dire qu'il a un potentiel mélancolique, ce gars-là, qu'on ne perçoit pas. Et moi, je trouve que ce film le lui rend parfaitement et nous permet de découvrir une nouvelle facette de ce comédien que je trouve génial. Et voilà, le film, sans être ultra inventif et certainement même un peu plus décevant dans sa seconde partie, on va pas se mentir, je trouve généreux, vraiment drôle, hein. Quand on y repense, le film, je trouve vraiment drôle. Peut-être qu'il pêche encore, j'avais dit dans sa deuxième partie, mais aussi peut-être dans ses décors par moments, où les années 60, 70, 80 sont pas forcément très palpables. Mais je trouve que voilà, le film est assez généreux sur plein d'autres choses. Et voilà, je pense qu'on a bien ressenti ce que j'ai pensé du film. Ça vous va si on fait où on va de celui qui a le plus aimé à celui qui a moins aimé? Donc je continue, après Tanguy, après Léa. C'était celui qui a le moins aimé? Ouais. Olivier, il a aimé comment? Olivier, tu as aimé comment toi le film? Je suis mitigé, je dirais 3 étoiles sur 5. C'est déjà bien, hein? C'est déjà pas Moi, mal. je mets 3 Bah, je lui ai vas-y, mis 3 là-bas. étoiles. Moi, je mets 0,5. Oh putain. Alors quand je dis 3 étoiles sur 5, c'est parce que c'est pour une raison, c'est que le film n'essaye pas d'être plus qu'il est. C'est un film feel good. Un film qui essaye d'être du divertissement, qui est drôle, qui va toucher sur des thèmes touchants et un peu tendre. C'est un peu un film hollywoodien à la française. Et si ça c'était le but de Cohen, il a plutôt bien réussi. Il y a, même si on s'amuse... de Ken Scott. Oui, excuse-moi, de Ken Scott. Même si on s'amuse devant le film, il y a une pléthore de différentes lacunes qui peuvent nous faire un tout petit peu chier.
je vais pas les citer, mais depuis le début, on commence en 63. C'est ça la date? Oui. Et je ne sais pas en fait, mais oui. Oui, c'est en 63. La création de cette époque, de cet univers, est extrêmement peu crédible. On a l'impression d'être dans une publicité ou d'une mini-série à petit budget. Ensuite, le personnage que mère, l'enjeu, son truc, c'est qu'elle ne veut pas que son gamin aille à l'école parce qu'il a le pied beau. Et s'il a des attelles ou s'il est dans un fauteuil roulant, il va être différent que les autres gamins et ainsi on va peut-être se foutre de sa gueule. Même si à l'époque, les gamins avec des handicaps étaient plus courants qu'aujourd'hui. C'était vraiment pas une rareté de voir un gamin qui, par exemple, a été atteint de la polio ou quelque chose comme ça, qui est handicapé et qui est dans sa classe. La raison pour laquelle on portait encore l'uniforme à cette époque, c'était véritablement parce qu'il y avait des gamins qui étaient pauvres et vraiment, vraiment pauvres. Et si on n'avait pas l'uniforme, ils venaient habillés en STF. Donc, non mais c'est vrai. Alors, juste, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que mes arrière-grands-parents ont eu une enfant handicapée, donc la sœur de ma grand-mère, et elle ne sortait quasiment jamais dehors. Enfin, ils ne la faisaient quasiment jamais sortir dehors parce qu'ils en avaient honte. Et c'était pas des personnes méchantes ou quoi que ce soit, mais c'était un vrai tabou. Donc, de ce point de vue-là, le film était assez réaliste selon moi. Après, dans tous les cas, c'est une histoire vraie, du coup. Oui. Je sais pas à quel point mais du coup, Non, je dis pas le contraire. Moi, je parle de la situation de la mère où elle a peur de faire sortir ce gamin, elle lui prive d'une éducation parce que elle ne veut pas qu'on se foute de sa gueule ou par honte. Et à un moment, la voisine va dire ça à la police. Et la police va être à sa porte. On se rappelle de cette... C'est les assistants sociaux. Les assistants sociaux. Ouais, les assistants. Pour la mettre en famille d'accueil. Chez moi. Et elle supplie sa voisine. Et la voisine dit, bon, ok, on va te donner 2 ans où tu n'as pas besoin de lui emmener à l'école. C'est l'assistante sociale qui dit ça. Oui, et en fait... Attends, je dis quoi? T'as dit la voisine. Mais c'est la voisine qui... C'est l'assistante sociale qui... C'est l'assistante sociale qui lui dit oui pour les les 2 sa ans. voisine aussi, non? Non. À un moment, elle demande à sa voisine de l'aider pour mentir sur un truc que je me rappelle plus. Ça oui. J'ai jamais vu Quand des fonctionnaires aussi. Ça fait des semaines que je l'ai vu. Oui, et t'inquiète. les assistants sociaux... pas mal d'avoir l'assistante sociale dans le bâtiment. Ouais, non, mais les assistants sociaux disent, bon, ok, pourquoi pas. Ce qui fait pas du tout crédible, en fait. Je n'y crois pas une seconde qu'ils permettront à ça de se dérouler. Encore une fois, c'est une histoire vraie. Après, tu fais ce comme tu veux. Oui, mais ça... Oui, mais ce détail, impossible que c'est vraiment arrivé. Ou enfin, il y a extrêmement peu de probabilité. Moi, j'ai une famille... Ma famille, c'était famille d'accueil. Enfin, oui, si tu crois pas, oui. Non, mais dans la mesure où là... Ma famille a été famille d'accueil, c'est déjà arrivé. Les assistants sociaux commettent un crime. Élabore ton point. Fais ton point de vue, après on passe aux autres. Il y a ces petits détails qui sont chiants, mais la formule marche. C'est divertissant, tu as plein de péripéties, tu as plein de moments de pathos, d'autres moments de joie, et des moments qui sont pas désopilantes, mais vraiment drôles. Et donc pour du divertissement, je dirais que c'est plutôt bien réussi. Ouais. Tanguy, tu veux poursuivre? Bah écoute, ce film existe. Non. Léa, tu veux terminer? Non, je plaisante. Écoutez, moi j'ai pas passé un mauvais moment face à ce film-là, mais en fait je suis d'accord avec ce que vous dites d'une certaine manière. C'est que, écoute, ils jouent tous bien. Voilà, c'est touchant parce qu'évidemment ça touche sur la famille. Donc bon, c'est comme si on te montrait un chien mort, tu vois, genre évidemment tu vas être triste. C'est horrible comme je le dis. non mais plus sérieusement. Non mais allez. Je n'avais jamais entendu ça. C'est un argument ça quand même. Salut, comment ça va? Le dead dog point. non mais bon, c'est horrible parce que en vrai j'ai quand même passé un bon moment.
Mais globalement, je suis quand même un petit peu emmerdé, je suis désolé. Je vais pas m'en remettre chez moi. Heureusement, Jonathan Cohen carry le film ainsi que Et carré. parce que non mais non mais vous savez quoi, je pense que j'en vais passer mon avis parce que en vrai je suis d'accord. Juste ce film là, tu trouves qu'il est trop mélancolique? Tu trouves qu'il tire là, non, mais juste qu'il il est correct partout. Il est correct partout. Ce qui n'est pas un mal parce que j'ai quand même passé un moment, ça fait longtemps que je parle d'un film comme ça. Mais voilà, si je devais comparer aux deux autres d'avant, j'ai beaucoup. Alors l'autre, il y en a un autre, j'avais dormi, mais c'est une autre histoire. Mais bah attends, ça te va si je fais un point ouais, avant, ouais, parce non, c'est bien. après toi tu vas l'annihiler. Du coup, Léa bouillonne. Pendant qu'on est encore dans un espace où c'est encore un peu cool et que je lèche les. Mais c'est marrant que tu parles en 4ème, tu l'as quand même aimé le film, alors pourquoi t'arrives en 4ème? Bah non, parce que finalement je leur ai remis parler. Finalement on s'en bat les couilles. Finalement on s'en bat les couilles. Non, mais j'ai voulu mettre en place des règles et finalement j'ai voulu je vais faire de l'humour. Mais non, en plus moi je l'ai bien aimé le film. Je pense même que je l'ai plus. Enfin, des 3 films qu'on parle aujourd'hui, c'est celui que j'ai le plus aimé. Moi aussi. Là, j'ai moins aimé qu'on ira. On ira qu'on a vu il y a 2 jours là qui était vraiment cool. Bref, non, moi globalement je trouve que c'est un bon film, c'est une bonne comédie. Il ne va pas assez au bout de ses ambitions de mise en scène, de réalisation. C'est-à-dire que le film est divisé en 2. Tu as une première partie sur l'enfance et une deuxième partie sur Jonathan Cohen. Je trouve que c'est la deuxième partie qui est faible en idée de mise en scène. Et je trouve que la deuxième partie est faible. Dans la première partie, tu sens vraiment un style Jean-Pierre Jeunet un peu qu'il a envie de développer. Ouais. Tu sens vraiment qu'il a envie, même un petit Dupieux, tu vois. Il y a un côté, un cinéma plus enfantin, plus naïf et en même temps une vraie tragédie. Et en même temps avec des idées de mise en scène ou un peu burlesque, un peu. J'ai vu Le Voyage de T.S. Pivet il y a pas longtemps, j'y ai revu beaucoup de choses, même je veux dire Ces enfants perdus, mais c'est un peu trop éloigné, mais vous voyez un peu le style, vous voyez un peu le style de Jean-Pierre Jeunet un petit peu dans sa folie visuelle. Au départ, quand tu le vois sur son lit à écouter Sylvie Vartan, à marcher par terre, à avoir cette espèce d'enfant un peu fantastique, tu vois, où il a le pied beau, il va en faire une espèce de côté un peu fantastique, un petit peu. J'ai eu un déroulant de Big Fish, un petit peu Big Fish, qui est un de mes films préférés, donc moi j'aime bien. Tu vois, dans le côté un petit peu le fantastique du quotidien, le romantisme poétique, je sais pas si c'est ça le terme, voilà, mais je sens que ça frémit. Je sens qu'au départ, ça frémit dans la première partie, qu'il y a des envies de ça, mais qu'on n'y rentre jamais vraiment. Il n'y a jamais autant de magie que dans un film de Jeunet qui est le GOAT. On n'arrive jamais vraiment à s'envoler à ce niveau-là. Je suis un peu déçu. Je pense que je me demande si le film va arriver à m'envoler dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, on rentre vraiment dans film français, dramatico-marrant. C'est-à-dire une comédie dramatique, mais il y a des mots pour ça, Maxime, merci. Mais qui, je trouve pareil, là, dans la deuxième partie, je vais redire les mêmes choses que j'ai dit pour Lire Lolita à Téhéran. Il a tous les défauts d'une adaptation, je trouve. Une adaptation de livre, beaucoup moins poussée que pour Lire Lolita à Téhéran, parce qu'il y a quand même un petit peu d'action. Mais pareil, il fait un choix que je peux comprendre, mais déjà, terminer son film sur le bouquin en mode « Regarde, c'est ce qu'a donné à ce film ». Voilà, on arrête, mais j'ai déjà développé là-dessus. 15-40 sur votre marchand de journaux. Mais pareil, moi j'étais peut-être un peu déçu, même si c'est un choix que je comprends tout à fait, que je trouve qu'il y a plein de personnages secondaires dans le film qu'on abandonne un peu vite, qui sont très vite mis à côté. Je comprends le choix qu'ils ont fait. Ils voulaient se concentrer sur le personnage de Léla Becti, incroyable. Dans le film, incroyable. Tout mon respect à Léla Becti que j'adorais déjà de base. Mais là, respect. Mais pareil, tu vois, la femme, l'histoire d'amour qu'il a avec cette actrice tout à fait magnifique qui s'appelle Joséphine Japy. Oui. Absolument magnifique. J'arrête de... Je le redis. Je fais 2m10 en passant. Elle fait 2m10. Comme Jonathan Cohen d'ailleurs. Non, c'est pas ça ma blague, mais laisse tomber. D'accord. Elle est magnifique. Et bref, ce personnage, ou alors même tous les frères et sœurs, il y a aussi l'enfant qui jouait dans Anatomie d'une chute, dont on oublie toujours le nom. Milo. Mais exactement. Non, merde, c'est son nom. Merde. Arrivera-t-il à dépasser son rôle un jour parce qu'il a joué dans 2 films? Bref, bah si, c'est ça, c'est Milo Machado Graner. Milo Machado Graner. Bref, pareil, il y a plein de personnages secondaires, plein de vies comme ça, et je peux pas m'empêcher de me dire que dans des films de réalisateurs que j'aime comme Dupieux ou alors comme Dupontel. J'ai dit Dupieux, pardon. Dupontel. Oui. Excusez-moi. T'aimes bien Dupieux aussi? Oui, j'aime bien Dupieux aussi, mais je voulais plutôt dire Dupontel dans le cas présent. Comme Dupontel, comme Jeunet que j'ai déjà cité, où je sens que c'est de ça les inspirations. Il y a une vraie attention portée aux personnages secondaires, ce qui rend l'univers vivant. Et là, je l'ai pas dans ce film-là. Assez dommage.
Et pareil, du coup, ce sont des personnages qui sont très, j'ai l'impression, un peu expédiés. Le personnage de la femme, moi je m'y étais un peu attaché, et fonctionnel. Mais entre le moment où il la rencontre, qu'il la séduit, et puis elle s'en va, on repasse très vite à la mer. C'est un choix que je peux comprendre, mais ça donne comme un aspect où il y a une grande partie du film auquel j'ai pas accès. Et où à la fin, quand il monte le livre, je me dis, mais tiens, tu pourras lire le livre pour avoir accès à tout le reste. J'ai un peu le. C'est fou quand j'y repense qu'il y a un peu une dimension de film de passage à l'âge adulte alors que le mec a 40 ans. Oui, carrément. Je trouve que je sais pas si c'est un angle qui est véritablement abordé dans le film, mais c'est vrai qu'il est au moins un petit peu. Et je trouve je trouve ça cool de pouvoir lui attribuer ça. Ça l'est carrément même parce que tu vois qu'il n'arrive pas à quitter la maison alors qu'il a 40 ans. Mais surtout, mais surtout je me souviens pas là de film à l'instant T qui parle vraiment d'un amour obsessionnel de la mère et d'un problème de détachement à un âge si avancé. J'ai pas d'idée de film qui me viennent comme ça quand j'y repense. Il y a Black Swan. Enfin, c'est pas un amour, c'est plutôt un amour toxique. Enfin, tu veux dire sur la conservation de... Long Legs. The Monkey. Ouais, c'est vrai que la fin de Long Legs, tu comprends que... Ouais, non mais oui. Ouais. Non, oui, en fait, je dis de la merde. Talk to me. On en trouvera sûrement, mais un film qui a à ce point élaboré ça dans quelque chose de sensible. Où c'est vraiment le main truc, quoi. De sensible, de dramatique et tout. Dans les films de Paolo Sorrentino que j'ai revu récemment, on peut y voir aussi. Mais bref, ça. En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il doit y en avoir. Non, mais j'ai trouvé ce film grossier et superficiel à tous les niveaux. Déjà sur le plan esthétique on parle de Sylvie Vartan, on parle de la Sugar là. Déjà sur le plan esthétique et plastique, vous l'avez dit, les décors sont factices. On a l'impression d'être dans un studio d'un film Netflix. Deuxièmement, les costumes, et on n'y croit pas tellement non plus. Il y a à part les costumes t'es dur. Bah quand même, je trouve ça un peu franchement, je trouve ça un peu superficiel. Ensuite, donc là, je parle des costumes. Oui. Et au niveau des personnages, même si le casting est très bon, je suis d'accord avec vous, je suis pas une fervente admiratrice de Leila Bekti ni Jonathan Cohen. C'est pas des jeux qui m'intéressent, c'est pas voilà. Moi, je trouve qu'ils sont un peu trop dans une dimension théâtrale, et enfin, c'est pas ma sensibilité. Mais au-delà de ça, il y a des choses choquantes quand même. Déjà, le deepfake qui est fait sur Sylvie Vartan, mais c'est immonde. C'est vrai. C'est même infâme. Leila se retourne dans sa tombe. C'est immonde, quoi. Soit Sylvie Vartan décide de jouer dans le film. Star Wars, pardon, excusez-moi. Parce que là aussi quand elle a son âge actuel, on sent qu'il y a un filtre presque complètement grossier elle est ultra maquillée qui est mis. Non mais moi franchement je me disais je pense qu'elle est juste elle est peut-être un peu améliorée en post-prod. Je pense qu'ils ont mis un réglage sur la caméra pour ajouter un filtre. Moi je pense c'est plutôt en post-prod, c'est pas sur la caméra. Non, il y a des caméras qui peuvent directement réguler comme à la télévision et tout ça. Oui. Il y a des filtres qui existent qui permettent d'adoucir. Non, tu peux y aller. Ça existe des filtres. Effectivement, il y a certainement des filtres qui ont été utilisés effectivement pour adoucir la peau, ça se fait beaucoup. Mais je pense que c'est un peu une femme du poids de Sylvie Vartan, c'est comme une Catherine Deneuve, quoi. Elle arrive avec un semi-remorque où c'est sa loge pour maquillage, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, mais de toute façon, c'est pas le point. Catherine Deneuve, tu vois, c'est une actrice, c'est Catherine Deneuve. Sylvie Vartan, je suis désolée, c'est pas. Enfin, là, pour moi, bon. Oui, mais je pense que quand après, on je suis imagine. pas fan de Sylvie Vartan. Quand on imagine la négociation qu'il y a dû y avoir pour l'avoir dans le film, tu vois, c'est quand même quelque chose aussi. Donc, il y a certainement eu mais pour tu ça. Vois, si t'es pas fan de Sylvie Vartan, après, tu vois, tu t'en fiches un peu. Vu que le mec qui a écrit le livre, il l'a rencontré, peut-être que s'il faut adaptation, en vrai, ça me semble. Oui, c'est quoi son jouable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu des choses qui ont dû être mises sur la table pour que ça se fasse. Moi, je connaissais absolument pas Sylvie Vartan avant de voir le film, mais je comprends tout à fait le rapport qu'a le personnage de Jonathan Cohen. T'as même pas entendu une chanson une fois? Mais si, j'en avais déjà entendu des chansons, mais j'avais jamais fait le lien. Moi aussi, j'avais pas fait le lien. Voilà, je taquine. Voilà. Je t'aime. Et puis celle, quand elle est jeune aussi, c'est pareil, c'est catastrophique. Et puis après, on parle tu parles d'une relation comme ça, d'un amour à la mère, mais moi, ça m'a un peu gêné le fait que ce soit quand même aussi une mère
légèrement toxique et envahissante, et que finalement ce point ne s'est pas si traité que cela, et que en fait je me suis même demandé pourquoi est-ce que dans la vraie vie cette dame a reçu la Légion d'honneur, ou elle a reçu quoi, la Légion d'honneur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non mais franchement faut pas exagérer Non, quoi. c'était pas médaille non, c'est pas médaille de travail, c'était Ah Légion d'honneur. mais médaille de la meilleure mère, ou j'en sais rien Je quoi. sais pas. Ah oui, c'est vrai, à la fin du film par Chirac, elle se fait médailler par Chirac, c'est vrai. Pourquoi pas? Ouais, bon. S'il y a des pistons, je veux bien y croire, mais sinon, je veux dire, à un moment donné, elle a pas non Encore plus. une fois, les gars, arrêtez de discuter sur des trucs dont c'est juste. Oui, non, mais- C'est juste des faits. Ça, Non, mais c'est l'histoire en du fait, truc. tu vois, mais là tu pointes quelque chose. Oui, c'est juste des petits détails, etc. Mais moi, c'est un ensemble de choses qui fait ces détails-là que l'histoire, ben, en fait, même si c'est autobiographique, j'ai presque envie de vous dire que je n'y crois presque pas. Effectivement, Et c'est pas parce que les même choses sont le réalistes que ça Jonathan passe au cinéma. Cohen qui interprète, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais pareil, on le voit en étudiant à la fac, ben, j'y crois pas. J'y crois pas aussi au fait que, enfin, je comprends pas en fait. Il reste pendant 1 an devant la télévision, autrement dit, il est complètement abruti. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de regarder des chansons de Sylvie Vartan, c'est complètement débile. C'est le degré zéro de l'éducation. Moi, je comprends que les services sociaux soient venus, donc voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais vu des fonctionnaires aussi complaisants. Et après ce mec, devient un une grand fois. avocat, etc. Enfin, en fait, je comprends pas ce que le film raconte, et le sujet, franchement. Je peux c'est- comprendre le côté perdu qu'on peut avoir quand on voit ce film, je comprends parfaitement. Pour moi, c'est un film pour les personnes âgées, franchement. Et c'est là où la grossièreté du film, je la comprendrais, tu vois. Tu vois mal, t'entends mal, etc. Forcément, tu dois rajouter des choses à l'écran pour qu'on puisse... la moyenne d'âge dans la salle, excuse-moi, c'était 60 ans, tu vois. Donc, Peut-être si tu bon. plisses Ça, les c'est parce yeux, que tu vas aux Sylvie séances du Vartan, matin, elle est un Léa. peu plus réelle. Hein C'est parce que tu vas aux séances du matin, ça, Léa. C'était pas forcément. Non, c'était même pas les séances du matin. Il était très précisément 17h. Enfin, c'est la séance de 17h. Et il y avait vraiment que des gens âgés dans la salle. Bah, écoute, moi, juste pour rebondir brièvement dessus, parce que je pense qu'on n'a pas 50 milliards de choses à dire sur ce film, je trouve que tu pousses peut-être un petit peu les traits des choses que tu critiques. Non. Je trouve que t'en fais Pour moi, c'est un petit film peu trop, Netflix, hein, mais franchement. Oui, je peux parfaitement l'entendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais d'une certaine manière, je peux pas aussi nier tout ce que dit Léa, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se sentir un peu factices, un peu fabriquées. J'ai pas forcément de problème avec ça, mais je pense juste que moi, le film est arrivé au bon moment, et voilà, ça m'a profondément touché. Et je suis pas allé chercher plus que ça ce que voulait me dire au fond le film, parce que pour moi, il est assez clair là-dessus. Il est assez clair, très limpide, et il n'a pas forcément beaucoup de sous-texte, mais c'est un film que je prends comme ça, et on passe un bon moment. Il en faut des films comme ça. Tout à fait. Je sais qu'on l'avait vu ensemble, je sais que j'avais pas autant eu ce rapport viscéral que toi t'as eu en le regardant par rapport à ça, mais je le comprenais tout à fait. Mais c'est vrai que moi j'avais plus un recul de regarder, tiens, qu'est-ce que cette comédie me propose en termes de mise en scène et tout. Et autant, je trouve que j'ai l'impression qu'il t'a vraiment énervé, toi, le film, Léa. Mais bon, je pensais pas autant d'ailleurs. C'est quand t'as pris le micro que t'as commencé à parler dessus, je fais oh putain, voilà, Je me me sens suis agressé pour dingue. mon intro. Moi, je sens pas que c'est un film film qui se fout de moi. Je sens pas que c'est un film qui m'insulte, qui insulte mon intelligence, tout ça. Contrairement à beaucoup de films dont on a pu parler, et dont on parlera. Et encore, même par exemple, j'ai beaucoup moins aimé The Last Showgirl. Je trouve pas non plus que le film se fout entièrement de moi. Je peux l'admettre. Mais bon, enfin voilà, vous voyez, donc peut-être qu'on est sur un espèce de... Peut-être qu'on est aussi, voilà, là, sur des films qui nous emmènent dans des circonstances où on est peut-être dans des zones de sensibilité qui nous sont propres et dans lesquelles peut-être on n'a pas besoin de se départager. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord de décrire le film de la même façon, mais que ça se résume juste à des gens qui ont aimé, donc des gens qui n'ont pas aimé. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou... Ouais, bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un film qui est vraiment... c'est filme le film, tu vois, c'est très simple. Et t'en as, en fait, c'est la perception de... Bon, c'est bien, mais moi, en vrai, j'ai rigolé au début, mais j'ai passé un bon moment. Mais après, oui, bon, est-ce que ça m'a marqué bon, voilà, quoi, c'est tout. C'est ça. Olivier, on t'a pas trop entendu, tu veux rajouter un point ou... Non ? Est-ce que quelqu'un veut rajouter un point ? Moi j'ai un petit point. C'était juste par rapport, c'est aussi parce que du coup vous en avez parlé, mais
surtout pour l'esthétique au début, qui était un peu, comme toi tu disais Olivier, qui était un peu publicité. Moi en vrai, comme tu suis un enfant qui a passé littéralement quasiment toute son enfance dans sa chambre enfermée, d'avoir justement un petit côté un peu bizarre, enfantin, saturé, un peu étrange comme vision du monde. Je sais pas si c'est une idée de mise en scène, mais moi je peux le voir comme une intention justement de montrer son esthétique, c'est la pub des années 70, et c'est ça, cette façon de voir le monde. Voilà, je sais pas si Mais vous en c'est pensez. ça aussi qui me dérange. Mais ouais, parce qu'après Ça te dérange moralement, mais pas esthétiquement. Voilà, Parce qu'après, tu vois, quand il moralement, devient adulte, ça devient j'aime pas très froid ça. et simple. Oui, Mais après, ça, c'est esthétiquement, une question morale. je suis d'accord avec toi quand tu parles de Jeunet ou du Pantel, mais eux, ils le font quand même largement mieux. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ah bah là, c'est surtout une façon de filmer qui est différente, c'est pas juste des plans. C'est ça, mais quand même dans la direction de filmer un film pour enfants, de y mettre beaucoup de naïveté, beaucoup de jeux. Ça me rappelle un film, je sais plus comment il s'appelle, Jouer avec les ogres, je sais plus ce que c'est. Bref, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est les Maxi Monstres. Il faut que je le voie celui-là. C'est réalisé par Spike Jonze. Faut que je le revoie aussi. L'ex-copain de. Mais après, tout est lié. Tout est lié. Mais moi, je vois qu'il y a des critiques de cinéma qui disent oui, c'est un film sur les mères, etc. Mais est-ce que c'est moi qui suis folle? Mais c'est quand même un peu une mère toxique, hein, qui est complètement envahissante et qui le pourchasse toute sa vie, tu vois. Mais c'est ça le sujet. C'est ça qui est intéressant. C'est l'ambiguïté du personnage qui est ça, parce que pour Sophia, par exemple, alors la partie Sylvie Vartan, je le vois, la partie la mère, je le vois, la partie Dieu, elle est pas du tout mentionnée. Je sais pas si dans les c'est la mère qui en fait fait ses prières de rite, évidemment, voilà, qui va déplacer la dimension religieuse vers Sylvie Vartan. À mon avis, il y a une virgule, mais c'est vrai qu'ils auraient dû mettre une flèche. J'ai vraiment pas ressenti trop cette partie-là. Moi, je pense que c'est quand même une grosse partie qui a encore une fois été développée dans le bouquin et qu'ils ont choisi un peu skipper dans l'adaptation. Ouais, mais bon, tu changes ton titre alors, tu l'appelles ma mère. Bah non, ça fait ça bien. Ma mère Sylvie Vartan, c'est parfait. Non, ça vend pas. S'ils veulent vendre, c'est le bouquin à la fin quand même, je vous rappelle. Pourquoi rajouter Dieu, on va pas appeler le film Monte Cristo. Ah non, c'est le conte de Monte Cristo. T'as compris le parallèle que je fais? Oui. Ouais, mais Monte Cristo, tu sais que ça parle du conte dans tous les cas. Allez, c'est une discussion de merde qu'on a. C'est comme tu vas pas appeler un film The Batman, tu l'appelles Bat. Ah merde. On a appelé un film Saint-X. 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 Oui, et la preuve, personne l'a vu, c'est un film de merde. Saint-X, excuse-moi. Saint-Exupéry. Oui, c'est vrai, mais lui, on a vu. Parce que c'est plus classe sur la couverture. Saint-Exupéry. Ce que je veux dire, c'est que là, c'était des bouquins qui donnent le nom du bouquin. Oui. Bah du coup, en fait, s'il y a un bouquin à vendre derrière, ils vont appeler le film du nom du bouquin. Vous savez, c'était vraiment une vanne, ce que je faisais. Vous inquiétez pas. Oui, mais c'était ce que je développais. C'est pour ça. Oui, c'est vrai. En plus, c'est une vanne. Voilà. Non, tout ça est la faute d'Olivier. Si Jonathan Cohen ou Leila Bekti nous écoutent, le début, c'était une vanne. Vous inquiétez pas, je vous aime. Ne bannissez pas du. Cet extrait sera enregistré. C'est toi qui monte, c'est très vrai. Et bah voilà, on a parlé de 3 films et j'ai accompli la mission en moins d'1h30. On a parlé de 3 films, c'est génial. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut parler de mauvais films. Allez. Et quand est-ce que tout est bon à prendre? Waouh. C'est vrai, tout est bon à prendre. Bah non, allez. Tu t'enfonces, recommence. Merci à tous. Axel a envie de crever. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir terminer l'enregistrement du podcast. Je vous remercie, c'était très agréable. Et on se dit à une prochaine fois pour de nouvelles aventures sous le soleil de l'été. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. Salut. Bisous. Le naturel de votre vie me termine. Vraiment, c'est génial. Allez, goodbye.